On voit que l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire adopter sans vote la réforme des retraites a déchaîné la fureur d'un certain nombre de personnes à Paris, mais pas seulement à Paris. Et j'ai envie de dire, et ça fait 60 ans que ça dure. Puisque c'était la 100e fois qu'on utilisait le 49.3 depuis le début de la Ve République. Et presque à chaque fois, on a dit c'est un déni de démocratie. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler de déni de démocratie pour un outil qui figure par ailleurs dans la Constitution? Pour en parler, on a invité ce soir Francis Choisel, qui est historien, Bonjour. qui est l'auteur de Comprendre le gaullisme. S'il a compris le gaullisme, il devrait comprendre le 49.3. On va essayer. Voilà. Il y a Véronique Champagne-Desplat, qui est professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre. On vous doit une théorie générale des droits et libertés. Et enfin, il y a François Coq, qui est enseignant en mathématiques, ancien membre de la France Insoumise, que vous avez quitté en 2018. Et vous avez créé depuis le collectif Les Constituants. Et vous êtes l'auteur de l'impératif démocratique. Alors, ma première question, et je vous la pose à vous, Francis Choisel, puisque vous êtes a priori le plus proche de celui qui l'a non pas inventé, mais qui nous l'a inspiré, ce 49.3, c'est le général de Gaulle. Il y a déni démocratique ou pas? On est quand même le seul pays qui a un article pareil. Oui, alors c'est pas seulement le général de Gaulle, car la Constitution a été faite aussi par Michel Debré, mais... et je crois qu'on en parlait déjà sous la 4ème République, de ce 49.3. Et donc les présidents du Conseil de la 4ème République sont tout à fait d'accord avec cet article. Le problème de cet article, c'est son emploi. C'est-à-dire que l'article en lui-même, il y a un emploi constitutionnel, et puis il y a un emploi dans une ambiance politique. Et donc... Comment vous faites la différence? La différence, je pense qu'on la verra probablement dans la discussion entre un historien et une juriste. Il y a une appréciation de la situation politique. Alors ce qu'on peut dire du point de vue d'aujourd'hui, c'est que cet article, contrairement à ce que certains disent, a été fait pour la situation parlementaire actuelle. Oui. Certains qui ont l'habitude du 49.3 qui est fait pour discipliner une majorité qui est large. On l'avait vu sous François Hollande au moment de la loi travail, par exemple. On l'a vu presque tout le temps depuis 1962. Mais on revient à une situation qui existait avant 1962, où il n'y a pas de majorité absolue pour un camp. Et donc elle a été faite pour ça. Ouais. Alors, elle n'a pas spécialement, ce 49.3, en revanche, n'a pas spécialement été fait pour régler un problème de manifestation dans la rue face à un projet de loi. C'est la raison pour laquelle je faisais la différence entre le politique et le constitutionnel. Véronique Champagne-Desplat, il y a un problème démocratique à utiliser le 49.3, alors que ce soit pour rappeler à l'ordre une majorité qui tout à coup se scinde. C'était le cas pour la loi El Khomri. Il y avait ce qu'on appelait les frondeurs qui ne voulaient pas la voter. 49.3, bon, là, ils n'ont pas voté quand même la motion de censure. Ou alors, est-ce que, comme Michel Rocard l'a beaucoup utilisé, parce qu'il avait une majorité relative, comme aujourd'hui Elisabeth Borne, mais est-ce que ça pose un problème démocratique à vos yeux? Oui, alors... il est possible que le constitutionnaliste ne soit pas si loin de l'historien. Évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle démocratie et où on situe les mécanismes démocratiques. On peut dire que le 49.3 est démocratique en ce qu'il a été quand même adopté dans une constitution qui a été approuvée par le peuple. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'en tant qu'instrument général, il ne soit pas démocratique. Ensuite, là où je rejoindrai l'historien, c'est que tout dépend de l'usage qu'on en fait, les circonstances dans lesquelles on en fait, et finalement la légitimité globale aussi qui entoure le contexte dans lequel on l'utilise. Entre la situation Rocard et la situation aujourd'hui Elisabeth Borne, il y a une différence dans le type de majorité, parce que même si la majorité de Rocard était relative,
si je puis dire, elle était moins relative que celle d'aujourd'hui. Il lui manquait quelques voix et finalement, c'était aussi une façon de discipliner sa propre majorité. Alors que là, on est dans une situation quand même beaucoup plus complexe, où les négociations doivent être faites de façon un peu plus importante, où le dialogue doit être un peu plus important entre les différents groupes. Et la réforme actuelle, depuis le départ, c'est-à-dire en fait depuis avant même la crise Covid, on savait qu'il y avait une forte opposition. On pourrait dire que le Covid avait finalement sauvé Macron, puisque... C'était pas tout à fait le même projet. C'était pas tout à fait le même projet, mais en tout cas, le fond des oppositions était le même. Donc, le fait qu'une majorité, des Français significatifs, un nombre significatif capable de se mobiliser, était contre cette réforme, finalement, c'était pas un scoop, mais il y avait cette hostilité de fond quand même. Alors que le contexte dans lequel Michel Rocard a utilisé les 49.3 n'était pas exactement, n'était pas contre un mouvement de fond. C'était, je vais le dire comme ça rapidement, mais c'était finalement des 49.3 techniques. Oui. Donc là, ce que vous reprochez, c'est que c'est une façon de passer en force contre l'Assemblée, mais aussi contre la population, qui, selon les sondages, pas tout, c'est rien, selon les sondages, serait plutôt hostile. François Coq. Oui, c'est-à-dire que le 49.3, à la base, était un outil qui était pour une application ponctuelle, qui était lié et adossé à un texte. Aujourd'hui, c'est devenu une méthode de gouvernement. Et on le voit avec l'utilisation qui en est faite cette fois-là. Et à quoi c'est lié? À un changement structurel. Nous sommes rentrés dans l'ère de la démocratie minoritaire. Pas simplement en France. En France, nous y sommes rentrés depuis 2022. Le gouvernement de M. Macron a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'une majorité relative, sinon une minorité? Mais l'ère de la démocratie minoritaire, ça veut dire qu'en janvier 2018, écoutez bien, 14 des 28 pays de l'Union européenne étaient minoritaires au sein de leur propre Parlement. Même s'ils avaient une coalition, ils étaient minoritaires avec leur coalition au sein de leur propre Parlement. Vous voulez dire en fonction de tous les gens qui auraient pu voter ou en tenant compte des abstentions? Non. En termes de résultats, pas par rapport aux inscrits, par rapport à ceux qui se sont prononcés dans l'isoloir. Donc, c'est un phénomène majeur que nous connaissons et que nous avons rattrapé un petit peu en dernier. En France, il y a eu un petit retard à l'allumage puisque M. Macron a permis de gagner 5 ans en étant une espèce de grande coalition. Mais aussi parce qu'on a un système qui amplifie les majorités, nous. Oui, mais ça nous amène à un fait qui est que depuis le début du quinquennat, si nous avons cette utilisation du 49.3 sur ce texte sur les retraites, c'est qu'il a déjà été utilisé 10 fois avant, que le choix qui a été fait par le gouvernement est d'employer le 49.3 sur un projet de loi rectificative de la sécurité sociale, parce que là-dessus, il peut l'employer autant qu'il le veut. Il faut rappeler que l'usage du 49.3 est limité à une fois par session parlementaire, sauf dans le cas des lois de finances. Tout à fait. C'est pour ça que le projet de réforme des retraites est inscrit dans la loi de rectificative de financement de la sécurité sociale. Autrement dit, ce qui conduit à l'usage de ce 49.3 pour cette réforme des retraites, c'est le fait que le 49.3 est devenu un outil quasi quotidien de la gestion de gouvernement. Contrairement à ce qu'il était à l'usage, il était prévu qu'il soit adossé à un texte ponctuellement. Désormais, le fait d'être rentré dans l'ère de la démocratie minoritaire nous amène au fait que le 49.3 permet de corseter l'Assemblée nationale et de réduire encore la place du Parlement, de la représentation nationale. Pour comprendre votre raisonnement, François Coq, la démocratie minoritaire, c'est quand ceux qui sont au pouvoir sont eux-mêmes minoritaires. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est minoritaire, c'est-à-dire que l'opposition est minoritaire, les syndicats sont minoritaires, ceux qui manifestent sont minoritaires. Mais regardez, monsieur Tadi, j'ai l'impression que c'est le règne des minorités. Regardez, monsieur Tadi, nous dévalons la pente. Ceux qui étaient minoritaires au départ, c'était ceux qui étaient élus avec un pourcentage des inscrits qui était toujours de plus en plus faible. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont même minoritaires au sein de la représentation nationale. Autrement dit, à chaque fois, on franchit un seuil d'année en année, à la fois vis-à-vis de la population, minoritaire vis-à-vis du peuple, puis minoritaire vis-à-vis et dans la représentation. Où est-ce que ça va s'arrêter? À quoi ça conduit? À des hiatus de légitimité à tout niveau. On a vu avec les Gilets jaunes en 2018 qu'il y avait un hiatus de légitimité entre, d'un côté, une légitimité existante que nul ne peut contester, celle de l'élection. M. Macron avait été élu 18 mois avant, et une légitimité par nature permanente et inaliénable, la souveraineté populaire. Aujourd'hui, ce hiatus de légitimité se propage jusque dans la représentation. À un moment donné, nous voyons bien que nous avons un système qui ne fonctionne plus. À un moment donné, il n'y a plus la légitimité qui permet le consentement. Francis ? Oui, la notion de gouvernement minoritaire est une notion de régime parlementaire. Or, notre régime est semi-parlementaire, semi-présidentiel. La légitimité du 49.3,
c'est qu'on a d'un côté un président élu au suffrage universel, et le gouvernement émane du président, et de l'autre une assemblée également élue au suffrage universel. Et le 49.3 permet d'arbitrer. Donc, certes, il s'agit pour le gouvernement, c'est-à-dire pour le président élu au suffrage universel, de forcer la main à des députés qui sont eux-mêmes élus au suffrage universel. Et donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on force à bon droit la main des députés, ou est-ce que c'est à tort? Et là, je rejoins ce que vous disiez, il faut voir quelle est la légitimité présidentielle, quelle est la légitimité de l'Assemblée, en fonction de la participation. Là, j'ai des chiffres. Emmanuel Macron a été élu avec 38,5% des inscrits. Mais quand on regarde les législatives, on voit que ses partisans ont été élus à 12% des inscrits, mais la NUPES aussi à 12% des inscrits. Le Rassemblement national à 9% des inscrits. Oui, à la fin, il n'y a plus que des minorités, c'est bien ce que je dis. Pas tout à fait. On a quand même... Non, parce que quand on compare la légitimité présidentielle, 38,5%, et si on additionne Macronis, NUPES, Rassemblement national et Républicain, on a 26%. On peut traduire ça en millions d'électeurs. Hein. Mais ce que je voulais dire surtout, et j'en termine là pour ne pas monopoliser la parole, c'est qu'on a donc d'un côté une majorité présidentielle et de l'autre une minorité parlementaire. Hein. Un gouvernement minoritaire. Vous voyez, Benjamin Olivier, n'adhère pas tout à fait à votre... Moi, j'ai de la sympathie pour la Constitution de 1958 et pour la Ve République, et comme j'ai de la sympathie pour tout ce qui est ancien et qui a prouvé son fonctionnement. C'est ce qui a été beaucoup modifié depuis. Hein. Même si elle a été beaucoup modifiée, qu'elle a été dénaturée, on peut parler du quinquennat ou du non-cumul des mandats, du traité de Maastricht. Et donc, à ce titre, je n'ai pas en tant que citoyen, je n'ai pas d'opposition de principe à ce que le président de la République ou le gouvernement utilise les outils que la Constitution lui donne, comme l'article 49, alinéa 3. Mais ce que je regrette, c'est qu'il y avait d'autres outils prévus par la Constitution pour donner de la légitimité à cet exécutif fort, comme par exemple l'outil du référendum, et que les présidents ou les gouvernements ne songeraient jamais, on les voit très rarement avoir recours à cet outil qui permettrait de contrebalancer ce que l'article 49 alinéa 3 a de très exécutif. Et de même, sans même parler du fond du projet qu'on peut approuver ou non, ce qui est dommage, c'est que la Constitution est faite pour donner au président et au gouvernement les moyens de la souveraineté, et c'est dommage qu'un projet comme ça soit toujours présenté comme une adaptation à des contraintes extérieures ou venues de l'extérieur, et non comme le déploiement de la souveraineté. Donc, quitte à utiliser cet article, autant qu'il soit présenté comme l'expression pleine de la souveraineté du président de la République. Mais à chaque fois, c'est un argument en disant, puisqu'on l'a, d'abord, c'est bien. Or, parfois, on a des choses et c'est pas bien. On a eu longtemps la peine de mort et beaucoup de gens trouvaient que ce n'était pas bien. Donc, on peut avoir dans son arsenal parmi ses outils quelque chose qui n'est pas bien. Je suis d'accord, mais ça a été... Et deuxièmement, on peut avoir quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien, mais qu'on n'utilise pas. Par exemple, la bombe nucléaire, on l'a, mais on ne l'utilise pas. On la garde, oui. Et puis entre les deux, il y a l'utiliser à bon escient. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on l'ait n'implique pas que c'est bien, ni qu'il faut l'utiliser. Non, mais ce régime qui est ancien et qui a prouvé son efficacité a aussi été construit pour régler, dans l'esprit de son fondateur, pour régler un problème de 150 ans, puisque la France alignait les régimes et les républiques et il espérait régler certains de ces problèmes. Le général de Gaulle était sans doute trop dur avec la Troisième République, à qui il reprochait d'avoir perdu la Deuxième Guerre mondiale, mais qui avait quand même gagné la Première. Mais disons que la Cinquième me semble avoir prouvé son efficacité pour régler les problèmes politiques de la France. Justement, certains disent qu'il faudrait supprimer le 49.3, d'autres disent qu'ils ne l'utiliseront jamais. On s'aperçoit qu'en général, on dit beaucoup de mal du 49.3 quand on est dans l'opposition, mais dès qu'on est au pouvoir, on peut trouver absolument tout, de François Mitterrand à François Hollande. Ils ont tous dit pique-pente du 49.3 jusqu'au jour où ils ont été au pouvoir. Hollande, pendant le CPE, avait dit c'est une honte absolue, c'est un déni de démocratie, pour l'utiliser ensuite contre les Français. Oui, mais c'est classique. Mais si on devait s'en passer, est-ce que d'abord il faudrait le remplacer par quelque chose qui serait plus démocratique, en tout cas qui mettrait moins les gens en colère, ou est-ce qu'il faut
carrément pouvoir bloquer des situations à l'infini. Alors, il y a des premiers ministres qui avaient dit qu'ils ne l'utiliseraient pas et qui ne l'ont pas utilisé. Ah oui? Oui. Par exemple, Lionel Jospin, par exemple, Ayrault et Fillon. Alors, je ne sais pas s'il avait déclaré qu'il ne le ferait pas, mais en tout cas, il ne l'a pas utilisé. Donc, il est possible de gouverner sans le 49.3. Il faut avoir des majorités qui vous écoutent. Exactement, des majorités. Mais je dirais, il y a aussi une chose qu'on pourrait tout à fait imaginer démocratiquement, c'est accepter que la majorité soit aussi de temps en temps mise en minorité. Après tout, un fonctionnement parlementaire, si le Parlement sert à quelque chose, c'est pas seulement à parlementer et à discuter, mais c'est à voter des textes et pour que une des crispations des parlementaires, c'est souvent d'être considéré comme une chambre d'enregistrement du pouvoir exécutif. Et bien là, je dirais presque qu'on est dans une configuration historique dans laquelle, oui, de temps en temps, sans que ce soit forcément un drame, mais c'est la vie parlementaire, le gouvernement est mis en minorité. Et d'ailleurs, ça s'est passé il y a quelques jours aussi sur le vote sur la loi nucléaire. Ouais. Donc on pourrait aussi accepter dans le débat parlementaire que de temps en temps, le gouvernement, eh bien oui, soit mis en minorité. Je viens sur cette idée, juste avant quand même, d'un mot. La période et la manière dont fonctionne la Ve République a quand même grandement changé depuis 2002 et l'inversion du calendrier électoral. À partir de là, on avait des majorités pléthoriques parce que les députés devaient directement à l'élection quelques semaines auparavant du président de la République, ce qui leur faisait d'ailleurs perdre une grande partie de la légitimité. Tout ça s'est effondré, je l'ai dit, en 2022. Et donc c'est pour ça que le 49.3, qui a été assez peu utilisé effectivement sous les derniers quinquennats, d'un coup, il se revivifie dans son usage parce que les règles du jeu ont changé. Après, sur ce que vous disiez sur la minorité, moi je suis d'accord sur l'idée de minorité sur un texte. Mais justement, le 49.3 ne permet pas ça. Il dit, ne posons pas la question sur le texte, la question qui est posée à partir du moment où le 49.3 a été dégainé par Mme Borne, ce n'est pas « êtes-vous d'accord, oui ou non, sur le texte que nous avons proposé de réforme des retraites », c'est « êtes-vous pour ou contre la censure du gouvernement et sa démission ». Donc ça permet pas justement cette expression majoritaire ou minoritaire sur un texte, parce qu'il y a peut-être, et il y a même très certainement des députés qui ne souhaitent pas le départ du gouvernement et qui ne voteront pas la censure, mais pour autant qui n'étaient pas d'accord avec le texte sur la réforme des retraites. Autrement dit, c'est un biais qui empêche de répondre à la question. La question qui nous était posée, c'était une question sur la réforme des retraites à la base. Est-ce que nous sommes d'accord collectivement pour aller vers le choix qui a été proposé par le gouvernement? Et au final, il n'y aura pas de réponse à cette question. Et Mme Borne nous dit pourtant que répondre oui ou non à la motion de censure, c'est répondre à la question des retraites. Tout cela n'est pas vrai. Francisco Ezel. Oui, mais ça n'est pas lié au 49.3, c'est pas nouveau. Ah ben si. Si, directement. Quand un gouvernement met en jeu sa responsabilité, c'est le régime parlementaire. Et le 49.3, c'est le gouvernement qui dit c'est tellement important, ce sujet-là, que si vous ne le votez pas, je m'en vais. C'est ça, c'est le chantage à la démission. Mais le chantage à la démission, le 49.3 est une procédure qui a été, mise en place, mais sous la 4e, sous la 3e, on avait également des gouvernements qui étaient renversés. Alors je suis d'accord avec vous que on n'est pas obligé de démissionner automatiquement quand on est mis en minorité. C'est la différence en fait entre le régime présidentiel et le régime parlementaire. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on était à mi-chemin entre les deux. Aux États-Unis, le président des États-Unis a un ministre, il réussit ou il ne réussit pas à faire passer ses textes au Congrès, mais pour autant il ne démissionne pas, parce qu'il n'y a pas de responsabilité parlementaire. Il y a bien une... Bon, mais vous avez raison, le 49.3 est le moyen actuel pour le gouvernement de hausser l'enjeu. Il fait du chantage, en fait. Il dit c'est du chantage. Si vous le votez pas... Oui, mais c'est du chantage, mais aussi vous m'en renversez. Bon, vous avez dit que j'étais spécialiste du gaulliste à De Gaulle. Pour certains référendums, il disait c'est tellement important que si vous ne votez pas, je ne me sens pas de continuer comme ça. Mais vous donnez qu'une partie du chantage, parce que ce qu'il dit, il dit pas si c'est comme ça, je m'en vais, parce que tout le monde lui dirait va-t'en. Non, il dit si c'est comme ça, je m'en vais, je fais semblant de partir, on dissout l'Assemblée et c'est vous qui partez. Mais c'est vous qui partez. Non, mais oui, non, mais on fait comme si c'était obligatoire. Non. Si la motion de censure est votée, il n'y a pas du tout obligation de dissoudre. De toute façon, il n'y a même pas obligation
de changer véritablement le gouvernement. Là, Si vous avez une censure, admettons que lundi il y a la censure, le président de la République peut très bien dire je reçois la démission du gouvernement, je renomme Madame Borne avec un gouvernement où il n'y a plus Monsieur Dussopt. Voilà. Ou bien je serait quand même- remplace Madame Borne et je refais un gouvernement avec Monsieur Dussopt. On va pas lui infliger Il ne faut ça, pas ce problème, quand même. dramatiser. Il faut pas. Là, il faut rappeler là, les simplement. poubelles vont il faut flamber. rappeler- Et le chantage, vous avez vu les sondages d'aujourd'hui. Non, je lis pas les Eh sondages. ben, les sondages d'aujourd'hui, c'est que les Républicains sont bien implantés, donc ils retrouveraient à peu près leurs troupes, contrairement à ce qu'on disait jusqu'ici, que la NUPES baisserait, que, pas beaucoup, que les macroniens baisseraient aussi, et que le Front National augmenterait un peu. Ça serait en quelque sorte une dissolution qui n'aurait aucun effet, un peu comme celle d'Edgar Faure sous la 4ème République. Là, c'était pour d'autres raisons. Mais le seul résultat, ça serait que le président de la République ne pourrait plus dissoudre pendant 1 an. Absolument. Et donc, il doit y réfléchir 2 fois, Oui, parce que c'est un fusil à un coup. N'oubliez pas que c'est une. Oui, c'est la un fusil à dissolution, un c'est coup. un an. Absolument. Après, il serait complètement... Voilà. Il aurait plus... Il faut se souvenir simplement que la seule fois où une motion de censure a réussi à renverser un gouvernement sous la Ve République, c'était en octobre 62. C'était Georges Pompidou qui venait d'être nommé Premier ministre. Et le général de Gaulle a dit « Vous restez en fonction, je dissous l'Assemblée ». Et une fois une nouvelle majorité acquise au général de Gaulle cette fois, il a confirmé, enfin, Georges Oui, mais Pompidou alors, est resté là, Premier vous mettez le doigt sur l'essentiel, c'est-à-dire que la dissolution est possible et le mécanisme du 49-3 contre l'Assemblée est possible quand le président sait qu'il a le pays derrière lui. C'est un moyen démocratique de faire face à un blocage parlementaire, un blocage des partis, pour prendre un vocabulaire gaulliste. Hein. Et à ce moment-là, on s'adresse au peuple. Et donc, en 62, tous ceux qui ont voté la motion de censure pensaient probablement qu'il serait réélu, qu'il pourrait éliminer le général de Gaulle. Et en fait, le général de Gaulle savait très bien qu'il serait soutenu. Il a été largement soutenu. Je crois que surtout, il ne pensait pas qu'il allait dissoudre. Il pensait qu'il pouvait encore renverser un gouvernement comme on le faisait sous la 4ème République. Peut-être aussi. Et Jenny Bastier voulait intervenir. Non, je crois que ce qui va être intéressant de voir dans les semaines qui viennent, et puis peut-être dans les mois qui viennent, c'est est-ce qu'on vit une crise politique ou une crise de régime. Et je crois que est-ce que c'est une crise politique comme il s'en est manifesté plusieurs sous la Ve République, ou est-ce que vraiment on vit un pourrissement démocratique et qui, à mon avis, n'est pas propre qu'à la France. C'est-à-dire que je trouve que, vous l'avez dit, il y a un devenir minoritaire des démocraties. C'est comment, dans des sociétés extrêmement polarisées, où d'ailleurs les réseaux sociaux accélèrent un peu de façon centrifugeuse, à la manière d'une centrifugeuse, ces polarisations, on peut encore, le système de la démocratie, qui est quand même, il y a une majorité qui se met d'accord sur un sujet, peut encore fonctionner. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore dégager des majorités, des consensus? Et dans ce climat-là, je pense que la Ve République est plutôt un atout pour la France, parce que effectivement, je pense que d'ailleurs certains pays nous envient dans un climat d'instabilité où nous avons encore ces ressorts-là. Je ne dis pas du tout qu'il fallait utiliser le 49.3 là maintenant, mais je pense que c'est une vraie question qui est devant nous, la crise de régime ou crise politique. Mais j'ajouterais, je vous donne la parole tout de suite, trouver des majorités, on y arrive parfois encore quand même, mais pour combien de temps? Parce que si l'on suit par exemple les constituants ou les gilets jaunes dans les réformes qu'ils voudraient, c'est qu'on puisse renverser plus facilement un gouvernement, qu'on puisse révoquer plus facilement des députés, et donc il est encore plus compliqué d'avoir la moindre stabilité pour une majorité quelle qu'elle soit. Là, très clairement, je crois qu'on n'est pas dans une situation où c'est une crise des partis. On est dans ce qui est déjà une crise de régime. Et je vous disais tout à l'heure que j'avais regardé en janvier 2018 où nous en étions en termes de démocratie minoritaire. Mais ce qu'il faut voir au niveau des différents pays de l'Union européenne, c'est que partout où nous sommes entrés dans la démocratie minoritaire, nous n'y restons pas longtemps. C'est quelque chose qui ne tient pas sur le temps long. On ne peut pas gouverner sur une longue période dans la démocratie minoritaire. Donc tous ceux qui y sont rentrés, les premiers, les Espagnols, les Italiens, Danois, Suédois, partout, ils en sortent progressivement, sous des formes qui peuvent être diverses. Populiste. La plus classique est d'abord le retour aux urnes. Dans un certain nombre de pays, on est revenu aux urnes, autant de fois même qu'il le fallait, pour certains, sur des périodes de 3 ou 4 ans, jusqu'à ce qu'une majorité se dégage. Pour d'autres, ça a été des changements tactiques d'alliance. Pensez à ce qui s'est passé en Italie, quand on a vu des gouvernements avec le mouvement 5 étoiles et la Lega, entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, etc., puis des gouvernements encore plus larges. Et puis, il y a d'autres endroits où on reforme des pays qui ont des cultures de grandes coalitions,
où on reforme des coalitions extrêmement larges, mais désormais extrêmement hétéroclites, dont on verra si elles tiennent ou pas. Je pense à l'Allemagne, aujourd'hui, qui a une coalition très large avec le SPD, les sociodémocrates. Qui lui fait changer d'avis assez régulièrement voilà. Mais sur partout, plein de sujets. Ce que je veux dire, c'est que partout, il y a une recherche du fait majoritaire pour en sortir, ou en tout cas pour relancer la machine électorale. L'autre aspect, et je le dis d'un mot, c'est que l'autre solution, c'est qu'on peut aussi considérer que si on en arrive à cette situation de blocage électoral qui conduit à la démocratie minoritaire, c'est qu'à un moment donné, les citoyens font un choix en conscience aussi de bloquer le système électoral. Et qu'à un moment donné, il y a peut-être besoin d'une refondation populaire, voilà, de redéfinir collectivement ce qui est bien pour soi et ce qui est bien pour tous, et quelles sont les règles du jeu de la citoyenneté. Oui, je vais l'ajouter. Il y a aussi eu le cas de la Belgique, qui pendant presque un an n'avait pas de gouvernement. Plus d'un an. Plus d'un an. Et qui aujourd'hui a une majorité avec 7 partis. Mais je vais partager votre diagnostic sur la crise de régime, crise politique, mais pas je partage le constat, mais pas la fin de l'analyse, parce que la Ve République, ça fait pas, c'est pas seulement d'hier que le régime lui-même est remis en cause. Et donc, moi, je ne suis pas si certaine que ce ne soit pas aussi une crise de régime. Mais je pense que je pense qu'on est dans une situation finalement très intéressante, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il est impossible de répondre de façon assurée, à savoir est-ce qu'on est dans une crise de politique et de régime. Politique, assurément, en tout cas, pour le contexte là, sur le court terme, il y a une crise politique. Je pense qu'on. Oui, parce qu'il y a un aveu d'échec du gouvernement qui n'a pas réussi à convaincre. Sur la crise de régime, moi, je ne suis pas aussi certaine que la Ve République va s'en sortir de façon indemne dans les mois qui viennent. J'ai vraiment pas d'assurance, parce que ça fait déjà pas mal de temps. En France, on est habitué de toute façon à changer de régime très régulièrement. Enfin, quand on regarde l'histoire, les deux derniers siècles ont été généralement, dès qu'il y a une crise politique en France, ça se termine par un changement de régime. Donc oui, crise de régime. Je pense pas que c'est pas forcément. Crise de régime, ça a l'air de dire que le régime est mauvais. Moi, je dirais crise politique, parce que on a. Eh oui. Quand la voiture va dans le fossé, c'est pas forcément de la faute de la voiture. Mais nous, on a souvent tendance en France à accuser les institutions. Et même assez souvent, c'est la faute du conducteur. Donc, c'est pas une crise de régime, c'est une crise de capacité à utiliser le régime. Et l'esprit central du régime, c'est que le peuple a raison. Les mécanismes qu'on est en train d'étudier, ce sont des règles du jeu. Mais le fond qui doit animer tous les acteurs politiques, c'est que veut le peuple. Oui, c'est que veut le peuple, ça ne peut pas forcément dire que le peuple a raison. Pardon ? Parce que vous avez dit, l'important, c'est que le peuple a raison. Je ne sais pas si j'ai dit le peuple a raison, mais c'est... Oublions. Voilà, c'est de dire que... Non, mais le principe de la démocratie, c'est que le peuple a raison. Oui, en tout cas, qu'on suit sa volonté. Qu'il ait raison ou tort, on s'en fiche. On suit sa volonté. Voilà, on suit sa volonté. Et par conséquent, à chaque fois, il faut se demander si on est en accord avec le peuple. Donc le 49-3, là vous avez presque rebondi sur la perche vous avez saisi la perche que je vous tendais. Quand je disais le 49-3, ça peut être pour passer par au-dessus les partis en tendant la main au peuple, en s'appuyant sur le peuple. Mais quand on ne peut pas s'appuyer sur le peuple, faut en tirer la conséquence. Quand on ne peut pas s'appuyer sur l'Assemblée, qu'on peut s'appuyer sur le Sénat, mais qu'on ne peut pas s'appuyer sur le peuple, alors là, probablement que le 49-3 n'est pas légitime. Chacun sait on pourrait même dire, quand on voit en fonction de l'actualité, que non seulement il n'est pas légitime, mais ça crée une situation. Donc on pourrait presque dire que s'il y avait le vote d'une motion de censure, ça apaiserait tout. Ce sera le mot de la fin, très provisoire. On en reparlera certainement. Je vais remercier Eugénie Bastier qui nous quitte. Et on va s'intéresser à la France moche. Mais d'abord, ça.